mes parents m'ont dit de ne pas rentrer à la maison pour le nouvel an parce que ma présence mettait la famille de ma sœur mal à l'aise. Ce soir-là, j'ai célébré le nouvel an avec la famille de mon mari et mon fils. Le lendemain matin, ma sœur a appelé, surprise, et a demandé « Jeanne, que disent les informations à ton sujet ?» Je m'appelle Jeanne Moreau et j'ai 35 ans. Quelques jours avant le réveillon du nouvel an, maman m'a appelé. Sa voix avait cette hésitation familière, le genre qu'elle utilise quand elle est sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Jeanne, à propos du nouvel an cette année, dit-elle. Manon pense qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas. Ta présence la met, elle et sa famille, mal à l'aise. C'est une grande fête avec des partenaires de l'entreprise. Tu ne serais probablement pas à ta place de toute façon. Je me tenais dans ma cuisine, dans la banlieue de Lyon, le téléphone collé à mon oreille, fixant le calendrier sur le mur. Je n'ai pas discuté. J'avais appris il y a longtemps que discuter ne faisait qu'empirer les choses. Je comprends, ai-je dit. C'est tout. 2 mots. Maman parut soulagée. Bon, nous ferons quelque chose plus tard, juste nous. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Pas de « je t'aime ». Pas de « bonne année ». Juste le silence. Alors, j'ai passé le réveillon du nouvel an avec mon mari, Laurent, notre fils de 9 ans, Noé, et mes beaux-parents, Hervé et Carole, chez eux. Nous avons mangé du poulet basquès pour le dîner, écouté de la musique douce, et avons regardé le compte à rebours sur les Champs-Élysées et les feux d'artifice de l'Arc de Triomphe à la télévision. À minuit, nous nous sommes embrassés et avons porté un toast à de nouveaux commencements. C'était chaleureux. C'était paisible. Puis, le matin du 1er janvier, mon téléphone a sonné. C'était Manon. Sa voix tremblait. « Jeanne, que disent les informations à ton sujet ? Si vous vous demandez comment un seul appel téléphonique a bouleversé toute ma famille, restez avec nous car cette histoire ne fait que commencer. Aimez cette vidéo si vous avez déjà été exclu d'événements familiaux. Commentez ci-dessous avec vos pensées et abonnez-vous pour plus d'histoires de drames familiaux réels. Activez la cloche pour ne pas manquer ce qui va suivre. Il y a quelques années, tout était encore si différent. À l'époque, mon mari, Laurent, et moi chargions souvent la voiture avec notre fils, Noé, pour nous rendre chez mes beaux-parents, Hervé et Carole, pour les fêtes. Ils m'avaient toujours accueilli comme leur propre fille depuis le jour où Laurent nous a présentés, me serrant dans de fortes étreintes et me posant des questions détaillées sur mes dernières créations comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Hervé disait à quiconque voulait l'entendre à quel point il était fier du choix de son fils pour une épouse, et Carole glissait des portions supplémentaires dans mon assiette, disant que je devais garder mes forces pour tout le travail créatif que je faisais. Ces réunions de famille semblaient être le centre de tout ce qui était bon. Pour le 14 juillet, Hervé allumait le grand barbecue dans leur jardin spacieux, tandis que Carole disposait de longues tables à l'ombre des chênes matures qu'ils avaient plantées des années auparavant. Les deux côtés de la famille venaient sans faute, mes parents, Philippe et Rose, arrivant de chez eux, ma sœur aînée, Manon, elle a 40 ans maintenant, son mari, Richard, et leur fille, Pauline. L'après-midi s'étirait jusqu'au soir avec des rires qui résonnaient au-dessus des assiettes de poitrine de bœuf fumée, de salade de choux et de tranches de pastèque. Noé et Pauline se poursuivaient dans l'herbe, criant de joie lorsque les premières lucioles apparaissaient. À la tombée de la nuit, nous allumions des cierges magiques et lancions de petits feux d'artifice, les éclats de couleurs se reflétant dans les yeux de chacun tandis que de la musique jouait doucement depuis les haut-parleurs extérieurs. Le repas de la Toussaint apportait encore plus de chaleur. Hervé et Carole organisaient généralement la fête, transformant leur salle à manger en un havre bondé et bruyant, rempli des riches arômes de dinde rôtie, de farce à la sauge et du pain de maïs spécial de Carole, cuit avec des herbes fraîches de son jardin. Nous agrandissions la table avec toutes les rallonges, serrant les chaises jusqu'à ce que les coudes se touchent et passions les plats à la bonne franquette tout en partageant des histoires de l'année. Le tour de table pour dire ce pourquoi nous étions reconnaissants apportait toujours des moments de calme, Laurent me remerciant pour notre vie ensemble, moi remerciant Hervé et Carole de me faire sentir vraiment partie de leur famille, Manon me souriant de l'autre côté de la table comme si nous étions encore des petites filles avec des secrets. Cette proximité m'a fait croire que nous pouvions aussi construire quelque chose de durable ensemble sur le plan professionnel. J'avais passé des années à devenir une architecte paysagiste spécialisée dans les espaces verts thérapeutiques et des lieux conçus non seulement pour l'apparence, mais pour aider les gens à réduire le stress, à trouver le calme et à renouer avec la nature grâce à des sentiers réfléchis, des points d'eau et des plantations sensorielles. L'entreprise familiale,
Bertrand Développement, dirigé par Manon et Richard, gérait de plus grands projets commerciaux et résidentiels à travers Lyon, cherchant toujours des moyens de se démarquer dans les appels d'offres. Un dimanche, après un repas de famille particulièrement copieux, les assiettes débarrassées et le café servi, j'ai entraîné Manon dans le salon, loin du bruit. J'ai étalé mes croquis et expliqué mon premier concept complet pour les parcs thérapeutiques, des espaces verts urbains soutenus par des recherches sur la restauration mentale, intégrant des zones de silence, des jardins thérapeutiques et des sentiers accessibles qui encourageaient la pleine conscience sans paraître clinique. Son visage s'est illuminé de la même manière qu'autrefois, lorsque nous planifions d'efforts d'enfance. Jeanne, c'est exactement ce dont la ville a besoin en ce moment, dit-elle en se penchant en avant. C'est nouveau, c'est significatif, et ça pourrait nous faire remporter des contrats majeurs. Nous devrions le développer ensemble. L'intégrer directement dans Bertrand Développement. Imaginez les sœurs Moreau construisant quelque chose qui aide réellement les gens tout en faisant croître l'entreprise familiale. Je suis parti ce jour-là sur un nuage, racontant tout à Laurent sur le chemin du retour pendant que Noé somnolait dans son siège auto. Hervé et Carole nous ont fait signe depuis le porche, nous criant que les restes du dîner étaient emballés pour nous et de conduire prudemment. Dans ces moments-là, la famille semblait indestructible. Repas partagés, rêves partagés, avenir partagé. Je croyais vraiment que nous avancions tous dans la même direction. Mais il y a 2 ans, les choses ont commencé à changer, petit à petit. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il s'est insinué discrètement, en commençant par le repas de la Toussaint cet automne-là. Maman a appelé environ une semaine à l'avance, son ton prudent alors qu'elle expliquait que le repas serait plus restreint cette année, juste Manon, Richard et Pauline avec mes parents. Elle a dit que Manon préférait que ce soit intime, centré sur leur foyer immédiat. Je suis resté là, dans la cuisine après avoir raccroché, fixant le téléphone dans ma main, sentant un vide inconnu s'ouvrir en moi. Laurent est entré du garage, a vu mon visage et m'a entouré de ses bras sans poser de questions au début. Quand il l'a fait, j'ai forcé un sourire et lui ai dit que ce n'était pas grave, nous créerions nos propres traditions avec Noé. L'anniversaire de papa a suivi quelques mois plus tard, au début du printemps. Les années précédentes, cela avait toujours été une joyeuse réunion dans le jardin avec des steaks grillés et la participation de tous. Cette fois, rien n'est arrivé par la poste ni n'est apparu sur mon calendrier. J'ai attendu quelques jours avant d'appeler maman pour demander les plans. Elle a fait une pause plus longue que d'habitude, puis a répété que Manon pensait qu'une célébration discrète conviendrait mieux à tout le monde, en s'en tenant au cercle le plus proche. Les mots semblaient répétés, livrés doucement mais fermement, et j'ai reconnu l'influence de Manon derrière eux. Chaque explication arrivait par l'intermédiaire de maman, enrobée d'excuses, mais immuable. Des schémas similaires sont apparus pour d'autres événements. Le week-end du 14 juillet est passé sans mention de se joindre pour les feux d'artifice ou le barbecue habituel. Un Noël en famille plus restreint l'hiver précédent portait le même raisonnement. Une par une, ces absences se sont accumulées, érodant le sentiment d'appartenance que j'avais tenu pour acquis toute ma vie. Je me suis surprise à moins vérifier mon téléphone pour des invitations, anticipant le silence qui suivait les fêtes, et à afficher un visage plus joyeux devant Noé pour qu'il ne remarque pas le changement. À peu près à la même période, les enveloppes inattendues de ma nièce, Pauline Bertrand, ont commencé à apparaître dans ma boîte aux lettres. La première est arrivée en milieu de semaine, simple mais vivement décorée d'autocollants, adressée d'une écriture tremblante. Pas d'expéditeur indiqué, juste mon nom. En l'ouvrant, j'ai découvert une scène vibrante au crayon de couleur. 2 personnages sur une balançoire, un grand avec de longs cheveux, étiqueté, tante Jeanne, et le plus petit, Pauline, entouré de soleil souriant et de fleurs. À l'intérieur se trouvait un papier plié disant simplement « Je pense à toi ». Je suis resté assise à mon bureau un long moment, les yeux me piquant, avant de le glisser dans un dossier privé où Noé ne le trouverait pas accidentellement. D'autres paquets ont suivi de manière irrégulière, parfois toutes les 2 semaines, parfois avec des intervalles plus longs. Chacun contenait une nouvelle œuvre d'art, nous cueillant des pommes dans un verger que nous avions visité une fois, partageant des cornets de glace, ou construisant des châteaux de sable au bord d'un lac. Les notes de Pauline restaient brèves, des déclarations enfantines comme « J'aimerais que tu sois là » ou « Je t'aime ». Les images capturaient des souvenirs de temps meilleurs, recréés avec soin comme pour les préserver lorsque les visites réelles n'étaient pas possibles. Je les ai tous rangés dans ce même endroit sûr, en sortant les jours plus difficiles pour me rappeler discrètement qu'un petit fil nous reliait encore. Hervé et Carole ont remarqué le changement lors de nos visites chez eux.
Un dimanche soir, ils nous ont invités pour un simple dîner de rôti, juste Laurent, Noé et moi les rejoignant. La conversation coulait facilement jusqu'au dessert, lorsque Carole a posé la tarte et a tendu la main sur la table pour tapoter la mienne. Elle a demandé doucement si tout allait bien avec mes parents et Manon ces derniers temps. Hervé a hoché la tête en signe d'accord, mentionnant que leur porte était toujours ouverte pour de plus grandes réunions si nécessaire. Leur sollicitude m'a enveloppé comme une couverture chaude, apaisant le froid de la distance grandissante de mon côté. Je les ai remerciés sincèrement, assurant à tout le monde que les emplois du temps étaient simplement chargés. Au fond de moi, leur soutien constant adoucissait les angles de ce qui devenait une réalité douloureuse. L'année dernière, j'ai finalement achevé ma méthode complète pour la conception de parcs thérapeutiques. Ce fut un long processus, me plongeant dans la recherche tard dans la nuit après que Noé soit allé au lit, testant des agencements sur papier et dans de petits projets locaux pour m'assurer que chaque élément fonctionnait dans la vie réelle. La version finale rassemblait tout ce en quoi je croyais, des sentiers qui guidaient doucement les gens à travers différentes humeurs, des choix de plantation qui changeaient avec les saisons pour garder l'espace vivant toute l'année, et des coins tranquilles avec des bancs positionnés pour l'intimité mais suffisamment ouverts pour se sentir en sécurité. Je me sentais prête à aller plus loin, à le voir construit à une échelle qui pourrait réellement aider beaucoup de gens en ville. Cet enthousiasme m'a amené à contacter Manon une fois de plus. Je l'ai invitée pour un dîner tranquille chez nous, juste elle seule avec Laurent, Noé et moi. Noé était ravi d'avoir la visite de sa tante, lui montrant son dernier projet artistique de l'école avant d'aller se coucher tôt pour que les adultes puissent parler. Laurent a préparé un repas simple de saumon grillé et de légumes, me donnant l'espace dont j'avais besoin pour exposer mes plans complets sur la table de la salle à manger après que nous ayons fini de manger. Quand Manon est arrivée, elle a apporté cette énergie familière, serrant Noé fort dans ses bras et complimentant la nourriture en s'installant. Nous sommes passés au salon avec du café, et j'ai étalé les dossiers sur la table basse, dessins détaillés, liste de matériaux, calendrier de mise en œuvre par phase, et résumé d'études montrant comment l'exposition à la nature réduisait les niveaux de cortisol en milieu urbain. J'ai expliqué comment la conception équilibrait les zones actives pour les familles avec des zones de restauration pour les individus, en incorporant des points d'eau qui masquaient le bruit de la ville et des plantes indigènes qui soutenaient la faune locale. Manon a écouté attentivement, feuilletant les pages et posant des questions pertinentes sur les coûts de construction et les contrats d'entretien à long terme avec la ville. Son enthousiasme grandissait à mesure que je parlais, et elle s'est penchée en avant avec un intérêt sincère brillant dans ses yeux. « Jeanne, c'est de l'or, dit-elle, tapotant finalement l'un des rendus. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Lyon ouvre bientôt des appels d'offres pour un nouveau grand parc au centre-ville. Multiphasique avec un financement sérieux. Nous pouvons positionner Bertrand Développement comme une entreprise avant-gardiste en menant avec ça. Ta méthode nous distinguerait complètement. » Elle a parlé de soumettre une offre conjointement, de la façon dont cela pourrait rehausser le profil de l'entreprise tout en faisant du bien à la communauté. L'entendre dire « nous » à nouveau a ravivé ce vieux lien fraternel, me faisant croire que la distance des dernières années pourrait enfin se combler. Pendant un certain temps après son départ, j'ai porté cet espoir en moi comme une lumière chaude. Laurent a remarqué le changement en moi, commentant que je semblais plus légère alors que nous rangions ensemble. Même Noé l'a remarqué le lendemain matin, demandant si tante Manon allait venir plus souvent. Maintenant, me disais-je, la collaboration nous rapprocherait, et partager le travail de ma vie avec ma famille guérirait plus que les parcs que je concevais. Mais quelques semaines ont passé, et les réponses se sont faites plus courtes. Les courriels concernant les préparatifs de l'appel d'offres ne m'incluaient plus en copie. Quand je contactais Manon pour des mises à jour, ses réponses arrivaient en retard, citant des réunions interminables ou des changements de dernière minute au bureau. Les appels restaient plus souvent sans réponse, suivis de textos rapides s'excusant d'être débordés. Le schéma me semblait trop familier, faisant écho à la manière dont les invitations s'étaient taries auparavant. Le soupçon s'est installé lentement, puis a pris racine. Les nuits, je me retrouvais à fixer le plafond longtemps après que Laurent se soit endormi, ressassant chaque conversation dans mon esprit. Des rêves ont commencé à me visiter où je me promenais dans des parcs terminés, remplis de gens trouvant la paix, pour ensuite voir des panneaux attribuant la conception à quelqu'un d'autre. La douleur est devenue plus lourde, une peur silencieuse que la confiance que j'avais accordée une dernière fois avait été mal placée. Au printemps dernier, je suis tombé par hasard sur des documents de l'entreprise sur le site web. Bertrand Développement avait remporté l'appel d'offres pour un projet de parc majeur au centre-ville de Lyon. La découverte a eu lieu un soir de semaine tranquille, après que Noé soit allé au lit et que Laurent finissait de travailler dans son bureau.
Je parcourais les actualités de l'industrie locale sur mon ordinateur portable, cherchant des opportunités qui pourraient correspondre à mon activité de consultante indépendante. La curiosité m'a conduite sur le site de Bertrand Développement, où une nouvelle bannière dominait la page d'accueil. Elle annonçait l'attribution du contrat avec des rendus haute résolution et un aperçu détaillé qui reflétait mon travail de manière que je ne pouvais ignorer au premier coup d'œil. En cliquant plus loin dans le résumé de la proposition jointe, j'ai compris toute l'étendue de la situation. Les principes fondamentaux de ma méthode des parcs thérapeutiques remplissaient les pages, la séparation stratégique des zones énergétiques et réparatrices, l'utilisation de plantations indigènes pour favoriser le calme mental à travers les changements saisonniers, la conception intentionnelle des sentiers qui favorisait un mouvement plus lent et une plus grande conscience de l'environnement. Chaque section mettait en avant ces éléments comme l'innovation collective de l'entreprise, le résultat d'un travail d'équipe interne repoussant les limites du développement d'espaces verts urbains. Le langage le présentait comme une vision unifiée de la direction et du personnel de Bertrand Développement. J'ai cherché une reconnaissance sur chaque page. Il n'y en avait aucune. Aucune référence à une contribution externe, aucune ligne créditant l'auteur original, pas même un clin d'œil subtil dans les remerciements. On aurait dit que les concepts avaient évolué naturellement au sein de leur bureau au cours des derniers mois. L'omission semblait délibérée, transformant ce qui aurait dû être une réussite partagée en quelque chose de entièrement revendiqué par d'autres. Je me suis reculé de l'écran, la pièce soudainement trop silencieuse, réalisant à quel point mon rôle avait été effacé. La nouvelle de la victoire s'est répandue rapidement dans les cercles professionnels. En quelques jours, les réseaux sociaux se sont remplis d'images de la fête de la victoire que Manon et mon beau-frère, Richard Bertrand, ont organisée dans un lieu chic du centre-ville. Les photos montraient des installations élégantes avec de longues tables de banquet, un éclairage d'ambiance et des groupes de partenaires de la ville et du secteur privé levant leurs verres. Manon apparaissait au centre de nombreuses photos, radieuse aux côtés de Richard alors qu'ils acceptaient les poignées de main et les éloges pour avoir obtenu ce contrat transformateur. Les légendes célébraient le dévouement de l'équipe et son approche visionnaire qui redéfinirait les loisirs publics à Lyon. L'événement capturait le genre de jalon professionnel autour duquel les familles se rassemblent. Pourtant, aucun message ne m'est jamais parvenu pour m'inviter ou même m'informer que cela avait lieu. Le schéma de séparation s'est poursuivi sans interruption. Les week-ends suivants et les petites dates familiales sont arrivés sans aucune prise de contact. Les rassemblements qui autrefois réunissaient tout le monde m'excluaient simplement maintenant, le silence devenant la nouvelle norme. La maison semblait plus vide ces jours-là, l'absence de bruit ou de projets attendus laissant des espaces que je n'avais pas remarqués auparavant. Les lettres privées de Pauline ont augmenté pendant cette période, arrivant plus régulièrement, comme pour compenser le fossé grandissant. Les enveloppes portaient ces décorations distinctives, des cœurs, des étoiles et des fleurs dessinées au feutre. À l'intérieur, les dessins devenaient plus élaborés, des parcs détaillés avec des sentiers ombragés. Nous explorions main dans la main, des aires de pique-nique sous des arbres étendus, des champs ouverts où nous faisions voler des cerfs-volants contre des ciels bleus. Une lettre comprenait des lignes supplémentaires, nos aventures me manquent, tante Jeanne. Maman parle tout le temps du grand nouveau parc. Je nous ai dessinés là-bas ensemble. Une autre nous montrait sur un pont au-dessus d'un ruisseau, regardant les poissons en dessous, avec les mots « les meilleurs jours avec toi ». Je les ai toutes gardées soigneusement organisées dans un tiroir verrouillé, y retournant lorsque l'isolement se faisait le plus sentir, trouvant dans ces lignes innocentes le seul fil de chaleur familiale restant de ce côté-là. Après de nombreuses nuits blanches remplies de soupçons, je me suis rendu au bureau de Chantal pour lui déverser tout ce qui me pesait. Chantal avait été une source constante de conseils fiables dans ma carrière pendant des années, la collègue en qui je pouvais toujours avoir confiance pour me donner un avis direct et sans fioritures, même sur mes conceptions les plus ambitieuses. Son bureau au centre-ville avait ses grandes fenêtres qui inondaient la pièce de lumière naturelle, et le cadre familier et confortable m'a aidé à commencer sans hésitation. J'ai commencé par le dîner privé où j'avais présenté ma méthode achevée des parcs thérapeutiques à Manon, pleine d'un optimisme sincère pour une véritable collaboration entre sœurs qui pourrait nous être bénéfique à toutes les deux. J'ai décrit comment son enthousiasme initial s'était progressivement estompé pour devenir de brèves réponses, des questions sans réponse sur les progrès, et le moment dévastateur où j'ai vu mes concepts présentés comme étant ceux de l'entreprise sur leur site public, sans aucune reconnaissance de mon rôle. Pendant que je parlais, les mots sortaient plus vite, porteurs de l'accumulation de confusion, de déception et de colère grandissante que j'avais gardée en moi si longtemps et les mois de doute trouvant enfin un endroit sur où atterrir alors que je laissais tout sortir. Chantal a écouté tout le temps sans m'interrompre,
son expression passant de l'empathie à une détermination protectrice qui signifiait plus pour moi que je ne pouvais l'exprimer. Quand j'ai finalement manqué de mots, elle s'est penchée en avant et a parlé avec une conviction claire. Jeanne, cela va au-delà de l'injustice. C'est tout simplement mal, et tu dois prendre des mesures pour te protéger avant que ça n'aille plus loin. Elle a ouvert ses contacts sur le champ et a trouvé le spécialiste en qui elle avait le plus confiance pour ces situations. Contacte Marc Sodo dès que tu peux. Il a traité des affaires de propriété intellectuelle pour des professionnels de la création et te guidera pour tout sécuriser de la bonne manière. J'ai organisé une consultation avec mon avocat, Marc Sodo, la semaine suivante, arrivant à son bureau serein qui donnait sur un petit espace vert avec des bancs ombragés et des sentiers de promenade. Il a disposé mes portfolios sur la grande table de conférence, examinant les chronologies, la correspondance, les croquis et les notes de soutien avec une attention méticuleuse. Ses questions étaient précises mais compréhensives, s'assurant de saisir chaque détail de comment et quand les conceptions avaient été distribuées. Nous avons suivi le processus complet d'enregistrement des droits d'auteur auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, INPI, protégeant tous les dessins originaux, les spécifications détaillées et les résumés de recherche. Recevoir la confirmation officielle a apporté le premier vrai sentiment de sécurité, une barrière solide contre d'autres revendications non contrôlées. Marc a souligné l'importance de la documentation continue, alors j'ai mis en place un système dédié pour archiver chaque message et prendre des notes détaillées des réunions occasionnelles que Manon continuait de proposer, toujours présentées comme de légères contributions de conseil. Hervé n'a abordé le sujet qu'une seule fois, lors d'un week-end détendu alors que Laurent et Noé étaient dehors à s'entraîner au tir de football dans le jardin. Il m'a surprise dans la cuisine en train de prendre des encas, posant une main rassurante sur mon bras un bref instant. Quels que soient les choix que tu feras ensuite, assure-toi simplement de protéger ce dans quoi tu as mis tout ton cœur et tes efforts, a-t-il dit de sa voix basse et réfléchie. Ce court conseil portait la profondeur de quelqu'un qui avait vu un travail acharné sous-évalué dans le passé, me rappelant le soutien inconditionnel que j'avais sans aucune exigence attachée. À peu près à la même époque, des détails ont émergé sur la célébration du réveillon du Nouvel An que mes parents et Manon organisaient à la maison familiale. C'était censé être un événement important, invitant des partenaires clés du projet du parc pour commémorer le succès. Les plans incluaient un service de traiteur professionnel avec des spécialités lyonnaises, des performances en direct de musiciens locaux, et un espace élaboré dans le jardin pour le compte à rebours de minuit avec un éclairage personnalisé et des toasts de groupe. L'information m'est parvenue par le biais de communication générale de l'entreprise plutôt que par un contact personnel, rendant l'exclusion absolue et intentionnelle. Quelques jours avant le réveillon du Nouvel An, maman a envoyé un court texto confirmant que je ne venais pas. Le message était bref et neutre, disant qu'il comprenait mon emploi du temps et espérait que je passerais de bonnes fêtes. Aucune chaleur, aucune question sur le fait de se joindre quand même, juste l'acceptation de la distance qui s'était creusée avec le temps. Je l'ai lu en préparant du café, les mots confirmant ce que je savais déjà. La décision que j'avais préparée pendant des mois me semblait maintenant inévitable, une étape que je ne pouvais plus retarder. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre la rue calme, l'air froid pressant contre la vitre, sachant que les jours à venir changeraient tout. J'étais en contact secret avec la journaliste, Julie Caron, depuis plusieurs mois déjà. Cela a commencé par un courriel anonyme après l'annonce de l'appel d'offres, joignant des chronologies et des preuves de mon travail original. Julie a répondu professionnellement, vérifiant les faits étape par étape tout en protégeant mon identité au début. Par le biais de messages cryptés et d'appels prudents, j'ai tout partagé, les croquis initiaux avec les dates, les courriels montrant quand j'ai présenté la méthode complète, le dépôt des droits d'auteur, et les comptes rendus des réunions où ma contribution a été sollicitée mais jamais créditée dans la soumission finale. Elle a construit l'article de manière responsable, vérifiant ses sources et se préparant à l'effet d'entraînement qu'il créerait. Nous avons soigneusement choisi le moment de la publication, optant pour minuit le soir du Nouvel An pour une portée maximale, pendant que la ville célébrait, assurant que l'histoire éclaterait lorsque la tension serait élevée mais les distractions nombreuses. Le réveillon du Nouvel An est arrivé, vif et clair. J'ai conduit la courte distance jusqu'à la maison de Hervé et Carole, Noé excité sur le siège arrière à l'idée de veiller tard pour voir le compte à rebours. Laurent a tendu la main pour tenir la mienne au feu rouge, son soutien silencieux aussi constant que toujours, sentant l'attention que je portais sans avoir besoin de mots. Quand nous sommes arrivés, Carole nous a accueillis à la porte avec des étreintes qui sentaient la cuisine maison, nous faisant entrer là où les lumières de l'arbre brillaient encore doucement et la table était mise avec ses assiettes de fête préférées. La soirée s'est déroulée doucement autour de leur table familière.
Carole a servi son poulet basquez spécial avec tous les accompagnements classiques et macaroni au fromage, légumes verts, pain de maïs et nous avons mangé lentement, parlant des dernières aventures scolaires de Noé et des histoires de travail de Laurent, gardant les choses légères à dessein. Hervé a partagé des souvenirs de célébrations passées, faisant rire Noé avec des récits de crécelles artisanales qu'il fabriquait avec des casseroles et des poêles. Laurent est resté près de moi, son bras autour de mes épaules la plupart de la nuit, sentant le courant sous-jacent sans besoin d'explication. Cette simple convivialité ressemblait à un bouclier contre ce qui allait arriver, un moment de calme avant le changement que je savais imminent. Alors que minuit approchait, la télévision montrait le compte à rebours sur les Champs-Élysées, la foule acclamant. Noé se tenait sur le canapé, comptant à rebours avec Hervé et Carole, sa voix montant d'excitation. À minuit, la pièce s'est remplie d'étreintes et de verres qui trinquent, du cidre pour Noé, du vin pour nous. Laurent m'a tenu plus longtemps, me murmurant que nous affronterions ensemble ce qui allait suivre. Hervé et Carole ont levé leur verre à de nouveaux départs, leur gentillesse m'enveloppant comme une couverture contre le froid extérieur. Exactement à minuit, comme prévu, l'article de Julie Caron a été publié sur une plateforme de premier plan en architecture et design. Il détaillait la chronologie complète, la méthode des parcs thérapeutiques que j'avais développée indépendamment, l'adoption par l'entreprise familiale sans crédit, la documentation prouvant la propriété, et le tribut personnel d'avoir vu mon travail revendiqué par d'autres. Simultanément, le site web de ma nouvelle entreprise, Espace Vert Thérapeutique, a été lancé avec le portfolio complet, des exemples de projets et des annonces de collaborations indépendantes à venir. Mon téléphone a commencé à vibrer de notifications, mais je l'ai mis en sourdine, choisissant de rester encore un peu dans la chaleur du moment avant que le monde ne bascule. Le matin du jour de l'an, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt, des numéros anciens et familiers. Le premier appel venait de Manon. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, me préparant à ce qui allait arriver. Sa voix tremblait au bout du fil, un mélange de choc et d'accusation. « Jeanne, as-tu vu l'article ? Comment as-tu pu nous faire ça, un jour de nouvel an en plus ?» Elle a continué sur les dommages à la réputation de l'entreprise, les partenaires qui se retiraient, les années de travail ruinées en une nuit. J'ai écouté sans beaucoup interrompre. Les mots atterrissaient mais ne me transperçaient pas comme ils l'auraient pu autrefois. Maman et papa ont appelé ensuite, l'un après l'autre. La voix de maman se brisait de larmes alors qu'elle me demandait pourquoi j'avais détruit tout ce qu'ils avaient construit, qualifiant mon acte d'égoïste et de cruel. Papa était plus en colère, son ton sec alors qu'il énumérait les pertes financières déjà apparentes, l'investissement qu'ils avaient versé dans Bertrand Développement au fil des ans maintenant sérieusement menacé. Ils ont parlé de loyauté familiale, de la façon dont j'avais trahi non seulement Manon, mais eux tous. Les appels se superposaient dans mon esprit, un cœur de blâme qui faisait écho à la distance que j'avais senti grandir depuis si longtemps. La nouvelle s'est répandue rapidement à travers les canaux professionnels et les médias locaux. À la mi-journée, des déclarations officielles ont confirmé que la ville avait résilié le contrat du Grand Parc avec Bertrand Développement, citant des préoccupations éthiques et des problèmes de propriété intellectuelle révélés par les récents reportages. Les partenaires ont suivi, retirant leur soutien pour éviter d'être associés à la controverse. Manon a perdu son poste de direction presque immédiatement, le conseil d'administration agissant pour distancier l'entreprise des retombées. Mes parents ont fait face à la réalité d'une somme d'argent considérable immobilisée dans une entreprise qui luttait maintenant pour sa survie, leur plan de retraite soudainement incertain. J'ai parcouru mes contacts un par un cet après-midi-là, bloquant les numéros et les adresses électroniques du côté de la famille dont j'avais cru qu'ils seraient toujours là. Les gestes semblaient définitifs, une porte se fermant sans drame ni regret. Fini d'attendre des invitations qui n'arrivaient jamais. Fini d'espérer un changement qui ne viendrait pas. Le silence qui a suivi était net, délibéré. Quelques mois ont passé à un nouveau rythme. Espace Vert Thérapeutique a grandi régulièrement, les premiers contrats menant à d'autres demandes et collaborations. Laurent et moi nous sommes concentrés sur la construction d'une vie centrée sur les événements scolaires de Noé, les sorties du week-end avec Hervé et Carole, et la satisfaction tranquille de voir mes conceptions prendre forme dans des espaces réels. Les jours semblaient plus légers, les soirées plus calmes, sans le courant sous-jacent d'attente d'une approbation qui n'arrivait jamais. Même avec tout coupé, je n'ai jamais cessé de penser à Pauline. Pour son anniversaire et les grandes fêtes, j'envoyais des cadeaux anonymement, des livres sur la nature et l'art, des kits de bricolage pour dessiner des parcs, de petites choses qui correspondaient aux rêves de ses lettres. J'utilisais des commandes en ligne sans adresse de retour,
choisissant des articles qui arriveraient sans révéler l'expéditeur. C'était ma façon de maintenir en vie cette seule connexion innocente, un rappel que tout ce qui venait du passé ne devait pas nécessairement se terminer amèrement. En y repensant, la leçon la plus difficile a été de réaliser que la famille, ce ne sont pas toujours les gens avec qui vous êtes nés. Parfois, ce sont ceux qui vous choisissent chaque jour, sans condition. Prendre la parole m'a coûté des relations que je croyais indestructibles. Mais garder le silence m'aurait coûté quelque chose de plus profond, la vérité sur qui je suis et ce que mon travail signifie. Si vous êtes confronté à quelque chose de similaire, sachez que protéger votre vérité est important, même quand c'est douloureux.